À 22 ans, Marie-Cécile fait un AVC. 10 ans plus tard, un deuxième. Entre ces deux moments bouleversants, des migraines chroniques, des silences médicaux et des zones d'ombre qui laissent place aux questions. Dans cet épisode, elle nous emmène dans un récit à la fois saisissant et profondément conscient. Celui d'une jeune femme en pleine santé, passionnée, sportive, qui découvre brutalement la fragilité du corps et surtout la réalité de sa propre mortalité. Parce qu'à 20 ans, on se croit invincible, mais quand le corps s'effondre sans prévenir, tout bascule. Les priorités, les émotions, la façon de regarder le monde. Avec lucidité, pudeur et une forme de paix intérieure, Marie-Cécile partage ce que ses AVC ont transformé en elle. Un témoignage aussi doux que percutant, qui nous rappelle que la vie ne tient parfois qu'à un souffle, mais qu'elle mérite d'être pleinement vécue tant qu'elle est là. Excellente écoute. Donc j'ai eu mon premier AVC à 22 ans, j'en ai eu un deuxième 10 ans plus tard. Le premier, j'étais aux États-Unis. J'étais partie faire mes études là-bas. C'était un rêve d'enfant pour moi. J'étudiais l'anthropologie. J'étais passionnée, et je le suis toujours, par les cultures amérindiennes. Et donc, c'était logique pour moi de continuer mes études aux États-Unis. J'avais même plutôt envie d'y partir pour potentiellement y rester. Et donc, à 21 ans, un peu plus, je pars aux États-Unis, étudier dans le Colorado, à Denver, à l'université de Denver. C'était un superbe rêve. Je pars fin août 2001 et 11 septembre 2001 arrive cet événement qui a eu lieu un peu partout aux États-Unis malheureusement avec les attentats du 11 septembre. Ce qui est un peu, voilà, c'était mon premier jour de cours à l'université de Denver. C'était pas du tout comme ça que je voyais mon année. Donc elle a commencé de manière très stressante, d'être un peu bloquée à l'étranger, de pas trop savoir ce qui se passait. À l'époque, il y avait pas les smartphones, les téléphones portables, tout ça. J'avais un ordinateur avec internet dans ma chambre, mais voilà. Donc on voyait les informations au compte-gouttes ou dans les télés des étudiants qui étaient juste à côté, puisque j'étais dans un immeuble étudiant. Donc voilà, c'est une année très particulière. J'étais aux États-Unis et donc je fais cette année d'études avec cet événement qui se passe le 11 septembre et en avril, je fais mon premier AVC. Alors moi, clairement, l'AVC, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, ou en tout cas, j'en ai peut-être entendu parler en parlant des personnes âgées. Moi, j'avais 22 ans. Et donc, pour raconter un peu, j'étais en train de discuter au téléphone, assise par terre avec une amie. On était en train d'organiser nos vacances de fin d'année scolaire. Et voilà, tout allait bien, je rigolais, j'étais au téléphone. Et puis d'un coup, je me lève. Et puis là, je vois que j'ai un peu la tête qui tourne, mais un peu, j'ai eu l'impression plutôt de m'être levée trop vite et d'avoir un peu des étoiles dans les yeux. Donc je me dis, tiens, je vais me reposer par terre. Et en fait, là, je pense que j'étais toute seule dans ma chambre, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, je suis tombée dans les pommes. Je ne sais pas combien de temps, je me suis réveillée en étant paralysée d'une partie du corps, je pense une grande partie du partie droite de mon corps. Mais pareil, c'est pas très clair. Dans mon esprit, j'avais une de mes colocs qui était dans sa chambre un peu plus loin, donc je me suis dit: «Je vais aller jusqu'à la porte qui va me permettre de l'appeler». Donc je me suis traînée par terre parce que je n'arrivais pas à me lever. J'étais très fatiguée, très mal à la tête et donc j'ai essayé d'ouvrir cette porte qui avait je me souviens très bien, une poignée ronde et je n'arrivais pas à la prendre, donc je pense que ma main était un peu paralysée. Et j'arrivais plus non plus, je voulais crier, j'y arrivais pas. Je me souvenais plus du prénom de ma colocataire. C'était quand même quasiment 6 mois qu'on vivait ensemble. Bon voilà, c'est très flou dans ma tête, mais j'ai ces images-là qui reviennent quand j'en parle. Et donc je pense qu'à ce moment-là, je suis retombée dans les pommes rapidement et je me suis réveillée. À ce moment-là, mon corps avait retrouvé sa mobilité, à part la grosse fatigue et le mal de tête et une partie de ma vision qui était un peu floue, qui clignotait. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Pas pas vraiment de panique parce qu'on se rend pas forcément compte de ce qui est en train de se passer et puis je pense que le corps, il est en réaction, de survie parce que voilà, j'étais toujours toute seule, hein, donc ma coloc était en fait pas là. Donc j'ai réussi à me relever à ce moment-là. Et donc j'ai été jusqu'à mon téléphone et j'ai appelé une de mes amies qui était quelques étages au-dessus. Je savais qu'elle était en train de travailler ses examens
Et donc je l'ai appelée, je l'appelle, je lui parle comme si de rien n'était: «Coucou, ça va?» Et je lui demande si je la dérange pas. Elle me dit: «Non, non», mais je pense que si elle m'avait dit oui, j'aurais été capable de raccrocher pour te dire à quel point on se rend pas forcément compte de ce qui est en train d'arriver. Et je pense qu'elle a entendu que j'avais une voix bizarre, donc elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais et je lui ai un peu expliqué que j'étais tombée dans les pommes, je savais pas trop ce qui s'était passé. Donc là, elle a déboulé, on a appelé les secours. Ils m'ont emmenée, voilà, aux urgences, dans un hôpital aux États-Unis, avec, voilà, l'ambulance comme on voit dans les films. Et à ce moment-là, en fait, j'allais bien parce que donc c'était un accident vasculaire cérébral ischémique, ce qui fait qu'en fait, c'est un caillot de sang qui se pose à un moment et qui repart, ce qui fait qu'il y a ni hémorragie, ni voilà, ni gros caillot qui se pose. Donc en fait, voilà, le caillot est reparti et ce qui fait que le cerveau refonctionne, sauf si ça a touché une partie, vitale ou importante de notre corps, parce que voilà, comme j'ai pas eu de circulation de sang à un moment dans mon cerveau à cet endroit-là, et ben, selon l'endroit que ça touche, ça peut avoir des impacts plus ou moins importants. Et moi, après cet AVC, j'ai donc perdu une partie de ma vision latérale à droite, qui est en bas à droite. Donc c'est une partie qu'on utilise très peu et qui est pas, voilà, qui est pas très, très importante. Mais ça n'empêche que voilà, j'ai cette séquelle-là, avec cette «chance» entre guillemets là, que, ça soit quelque chose qui soit pas, ni vital, ni vraiment handicapant, en dehors du choc que ça peut faire, voilà, d'avoir un AVC à 22 ans. J'ai jamais eu de signes avant. J'étais quelqu'un de très sportif, je faisais beaucoup de danse. Aux États-Unis, en plus, dans les universités, on a des équipements sportifs qui sont hyper développés. On a accès à beaucoup de choses. C'était une université privée, donc j'avais vraiment accès à beaucoup de choses. Donc je faisais du sport, Heu, je vais pas dire tous les jours, mais quasiment tous les 2 jours. Je marchais pas mal, je ne fumais pas, je ne me droguais pas, donc voilà, un corps, plutôt sain, en bonne santé, tout allait bien, et 0 signe avant-coureur, vraiment, ni mal de tête, ni autre problème ou, paralysie ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était quelque chose de complètement inattendu. Qui aurait de toute façon pas pu se prévoir puisqu'en fait, à part si on a, des problèmes de coagulation de sang, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre en interrogeant les médecins après, voilà, à part si on a, des problèmes de sang ou l'hypertension, des choses comme ça où on peut être vraiment à risque. Mais s'il y a pas tous ces signes, enfin ces problématiques de santé, qui peuvent être, des causes d'AVC, et ben, en fait, il y a pas de signe avant-coureur, il y a pas rien qui prévoit et qui vous dit: «Attention, faut faire attention à ça». Donc non, aucun moyen de savoir que ça allait m'arriver, clairement, je ne pensais pas que c'était possible que ça arrive, à une personne si jeune. Il semblerait que ça soit assez courant, ce que j'ai appris à ce moment-là. Et voilà, donc je me retrouve aux États-Unis, à l'hôpital, avec un vocabulaire que je ne connais pas, hein, parce que je parlais bien anglais, mais c'est un vocabulaire qu'on n'apprend pas. Et j'essaie de gérer ça pendant mon année avec ce truc de me dire: «Bah, en fait, mon rêve, c'était de partir là-bas, donc je reste là-bas, j'interroge les médecins» et en fait, ils me disent: «Bon, bah, voilà, on va vous mettre sous aspirine». Donc j'ai un traitement, de Cardégique, 75 milligrammes, donc c'est une toute petite dose, tous les jours, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et à la fin, on me dit, quand je sors de l'hôpital, on me dit: «Bah, maintenant, voilà, c'est une erreur de parcours». Ils ont fait plein d'examens, j'avais aucune problématique qui pouvait, expliquer ce qui s'était passé. Et donc ils me disent: «Bah, tu peux revenir revivre normalement, retourne, voilà, tranquillement». Alors bien sûr, après le premier AVC, enfin après un AVC, on est fatigué parce que c'est quand même un gros choc pour le corps. À l'époque, on parlait pas du tout de, problématiques, enfin, en tout cas, de soutien psychologique ou, de choc ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai repris ma vie comme si de rien n'était et avec, cette fatigue que j'ai appréhendée petit à petit et après c'est revenu. Mais en tout cas, à part le fait de me dire: «Waouh, il m'est arrivé un truc incroyable», je m'en suis super bien sortie, j'ai pas de séquelles, quasiment pas, je vais bien, je suis sur mes 2 jambes, tout va bien. Voilà, j'ai recommencé à vivre mon année aux États-Unis, à la terminer comme je l'avais prévu en me disant: «Bah, voilà, d'autant plus profite, parce que, potentiellement ça aurait pu s'arrêter ou en tout cas tu aurais pu être, handicapé», voilà. Donc je reprends une vie normale et je rentre en France, l'été qui suit parce que finalement, voilà, entre les attentats, mon AVC, tout ça, je me suis dit: «Bon,
peut-être que l'univers est en train de me dire que c'est peut-être pas l'endroit où il faut que je sois. Et d'autant plus que voilà, je me suis rendu compte que la recherche, c'était pas mon truc. Et donc voilà, je suis rentrée en France et puis j'ai été voir des médecins en France pour essayer d'avoir quelques informations supplémentaires, être sûre que j'avais bien compris tout ce qu'on m'avait expliqué en anglais, tous les examens que j'avais faits pour être sûre qu'il y avait rien qui avait été oublié. Bon voilà, donc je rentre en France, les médecins me disent: «Bah, effectivement, c'est une erreur de parcours, ils ont fait plein d'examens, on vous confirme, vous pouvez revivre normalement, continuez juste le traitement, hem, arrêtez, la pilule quand même parce que ça peut être un facteur de risque» et voilà. Et pas d'autre chose, derrière. En tout cas, juste, continuez à vivre normalement, tout va bien, vous avez de la chance, il s'est rien passé de vraiment grave donc ça va. Moi, à partir du moment où les médecins m'ont dit: «C'est bon, vous pouvez revivre normalement, c'est une erreur de parcours, ça arrive», bah, je me suis plutôt dit: «Voilà, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de vivre, je suis chanceuse». Hem, donc je profite. Le truc qui arrive quand même, c'est de se dire j'étais quelqu'un de très, très stressé avant de partir et mais à aucun moment dans ma vie, avant, je me suis dit que potentiellement je pouvais, bah, mourir ou me retrouver handicapée aussi jeune. Parce que voilà, quand on a 20 ans, on se dit qu'on est invincible et quand autour de moi, j'avais pas été, en contact avec des personnes qui avaient eu des gros problèmes de santé, des choses comme ça, si jeunes. Donc là, d'un coup, je me rends compte que oui, je suis mortelle, ce que je savais, hein, mais en tout cas, ça devient réel, ça devient palpable et que, bah, ça peut s'arrêter vraiment sans prévenir, du jour au lendemain et ce qui fait que j'ai, voilà, appréhendé la vie un peu différemment en me disant: «Ben, c'est peut-être pas plus mal», c'est un peu bizarre de dire ça, ce qui m'est arrivé parce que, bah, je vais peut-être un peu moins stressée, un peu moins angoissée pour tout et n'importe quoi. Me dire que voilà, tout ce qui arrive là, c'est du bonus, que c'est chouette et donc voilà, je l'ai un peu pris comme ça en me disant: «Ben, c'est quelque chose de positif». Voilà, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est un peu ça. Donc voilà, je reprends ma vie et j'arrive, pour le boulot, d'abord vers Montpellier, puis dans le Vaucluse et 10 ans plus tard, donc je me retrouve dans le Vaucluse avec, bah, toujours ce truc de me dire, «Bah, voilà, c'est pas arrivé, tout va bien, j'ai mon petit Cardégique, j'avais vu des médecins, j'ai repris la pilule, tout va bien, quoi». Tout allait bien, pareil, je continue à faire du sport, voilà, ça allait bien. Et puis, un matin de novembre, je me réveille, j'étais, chez moi, dans mon lit avec mon chat et je me rends compte que j'ai la vision un peu floue, que j'ai mal à la tête et je sais pas l'expliquer. Je peux vraiment pas dire qu'est-ce que j'ai ressenti comme sensation, mais dans mon esprit, c'est je suis en train de faire un deuxième AVC. Pendant ces 10 ans, il y a aucun moment, j'ai eu des fois des migraines, des choses comme ça, où évidemment on se dit: «Ah bah tiens, peut-être que tout ça, machin». Mais jamais j'ai été angoissée ou je me suis dit: «Oh là là, je vais en refaire un», j'ai jamais eu peur que ça revienne parce que je faisais confiance à ce que m'avaient dit, les médecins et là, ce jour-là, j'étais, viscéralement, sûre que j'étais en train de refaire un AVC. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer et si, une autre chose, c'est que mon chat était collé à moi, même quand je lui ai donné ses croquettes alors que c'était un morphalou. Il était collé contre moi et ce comportement-là, bah, m'a peut-être sauvée aussi. Parce que le deuxième, ça a été, très particulier dans le sens où voilà, j'ai cette vision floue, mal à la tête, mais ça passe assez vite. Mais avec toujours cet instinct de me dire: «Si, si, tu as refait un AVC». J'étais assez fatiguée, un peu faible. Donc je me dis on était en pleine campagne de sensibilisation à la télé sur, si vous avez certains symptômes, appelez le 15, parce qu'un AVC, ça doit être traité très rapidement. Donc j'appelle le 15. Et là, j'explique de manière très calme pour essayer de justement pas paniquer et me dire que ça va aller. Je leur explique calmement, voilà, j'ai, 32 ans, il y a 10 ans, j'ai fait un AVC,
avec telle conséquence, tel impact sur ma vision. Là, voilà les symptômes que j'ai eus ce matin. Je pense que j'ai fait un deuxième AVC. Venez me chercher, j'aimerais bien, voilà, j'ai besoin je me sens pas de prendre ma voiture tout seul, c'est dangereux parce que potentiellement ça peut revenir. Et venez me chercher. Et en fait, je pense que j'étais trop calme, trop en bonne santé. Enfin, j'avais l'air en bonne santé. Et là, le SAMU me dit: «Non, mais madame, ça va aller, appelez votre médecin». Donc moi, je venais d'arriver dans le Vaucluse, je n'avais pas de médecin. Donc je leur dis: «Mais j'ai pas de médecin, en fait». «Mais c'est pas grave, trouvez un médecin, appelez un médecin généraliste, ça va aller, vous êtes en train de faire une crise d'angoisse, tout va bien», voilà. Donc en gros, je passe, 5 bonnes minutes, peut-être même plus, je sais plus, avec le SAMU qui me dit: «Non, non, ça va aller, c'est juste vous qui pensez que vous faites un AVC, mais c'est sûrement pas ça, vous inquiétez pas, ça va aller». Bon, mon chat était toujours accroché, sur moi, hein. OK, bon, ben, très bien. Donc là, je commence à prendre l'annuaire, à appeler des médecins, et puis, bah, chaque médecin me répond. Donc je leur réexplique, «Il y a 10 ans, j'ai fait un AVC. Là, je pense que parce que j'ai fait tel symptôme, ta, ta, ta». Et les médecins, j'en appelle, je sais pas, au moins 4 ou 5, me disent tous: «Mais non, on prend pas de nouveaux patients», donc j'ai fini par m'énerver en disant: «Mais je vous demande pas une carte de fidélité, en fait, ce que je vous demande clairement, c'est, de me faire un examen pour être sûr, enfin de me demander de faire un examen pour être sûr que j'ai pas fait un deuxième AVC parce que là, clairement, je pense que j'ai fait un AVC». Et il y en a un qui finit par me dire: «Je prends pas de nouvelles patientes, mais allez, aux urgences». Je dis: «Bah oui, bien sûr, je vais prendre ma voiture toute seule, bonne idée. Comme ça, si j'en fais un deuxième dans ma voiture, soit je me tue moi toute seule, soit je tue quelqu'un avec». Hem, bon, je commençais un peu à m'énerver, hein, évidemment, parce que j'avais toujours au fond de moi ce truc qui me disait: «Mais en fait, ce que tu as ressenti, c'est, exactement ce que tu as ressenti la première fois, peut-être moins fort parce que tu es pas tombé dans les pommes, mais ça n'empêche que», voilà, j'étais, vraiment, au fond de moi-même, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose qui était pas juste un mal de tête, ni une crise d'angoisse, ni quoi que ce soit. Donc je finis par appeler une copine qui m'emmène, aux urgences, avec cette responsabilité sur les épaules, hein, au lieu que ça soit le SAMU. J'arrive aux urgences, ils me regardent en disant: «Mais ça a l'air d'aller bien pourtant». Bah oui, vous savez bien qu'un AVC ischémique, si ça touche pas quelque chose de vital, après on va bien et c'est passé et le but c'est que ça revienne pas. Donc ils finissent par me faire un IRM. Heu, heureusement, je suis arrivée à une horaire où il y avait pas grand monde, donc j'ai pas attendu trop longtemps et puis, ben, j'avais amené mes examens avec une première image de mon cerveau qui montrait bien l'endroit de mon cerveau qui a été détruit par le premier AVC. Et là, ils me disent: «Bah, effectivement, hein, vous en avez fait un deuxième». Ah ouais, ben, OK, bah, j'ai bien fait de m'écouter alors. Parce que donc là, j'étais entre, bah, j'ai pleuré, heu, j'étais entre l'angoisse de: «Mince, on m'avait dit que ça reviendrait pas et en fait, ça revient. Donc qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'ils ont pas trouvé? Est-ce que ça va m'arriver comme ça régulièrement?» Et la colère en fait du corps médical qui m'a pas écoutée, hem, qui voulait pas, entendre ce que moi je ressentais, heu et qui donc, si je m'étais pas écoutée moi et que j'avais pas poussé les trucs jusqu'au bout parce que je suis un peu tête dure et ben si j'avais pas suivi cet instinct-là et ben, je serais peut-être pas là en train de te parler, en fait. Parce que j'aurais laissé tomber, parce que j'en aurais peut-être fait un autre qui serait tombé à un endroit de mon cerveau qui était, plus vital et donc peut-être qu'aujourd'hui je serais pas là pour en parler. Donc entre 2 pleurs, je leur explique ce qui s'est passé avec le SAMU en disant: «Bah, ça serait peut-être bien de remonter le truc parce que quand même, là, ils m'ont mis en danger». Voilà et puis après, ben, on fait une autre série d'examens et là, les recherches ayant avancé entre mon premier et mon deuxième, parce que 10 ans, c'est quand même énorme au niveau de la recherche médicale. On s'est rendu compte que j'avais une malformation, au niveau du cœur qui est un foramen ovale perméable, qui est donc la membrane entre, je vais essayer de pas dire de bêtises, entre les 2 ventricules du cœur qui se ferme normalement quand, tu nais, quand tu commences à respirer l'air, qui chez moi n'était pas fermée et pas entièrement en tout cas. Donc ça, il semblerait que ça se ferme pas toujours complètement, mais moi il y avait vraiment une grosse partie qui était pas fermée et il y avait un anévrisme,
Oh, je sais plus comment ça s'appelle, un ASIA, je sais plus ce que ça veut dire. Donc une sorte de malformation juste à côté, qui fait que ça expliquerait les caillots de sang qui se posent et qui remontent dans le cerveau, parce qu'il y a une circulation de sang qui ne devrait pas se faire à un endroit dans mon corps. Voilà, donc je me prends ça dans les dents, mais on me dit: «Bah, vous inquiétez pas, ça s'opère de manière assez facile», ce qui est vrai. Enfin facile, si le chirurgien qui m'a opéré entend ça, il va bondir, mais en tout cas, ça se fait, plutôt bien et donc on met, bah, moi, ce que j'appelle ma rustine. Donc j'ai une, rustine en titane, dans mon cœur qu'on a posée pas en ouvrant, mais en passant par voie veineuse. Hem Et donc qui a été posée, quelques mois plus tard avec, donc la membrane se refait autour. En fait, c'est pas une rustine qui est opaque. Le but, c'est qu'elle incite la membrane qui ne s'est pas faite à ma naissance de se refaire et donc ça permet, maintenant, elle est à l'intérieur de moi, elle bougera plus, et tout va bien. Voilà. Toujours avec ce truc de dire: «Bon, ben, clairement, on reprend plus du tout la pilule, donc plus de moyens de contraception à ce niveau-là et on continue le cardégique à vie pour être sûr que». On ne sait pas comment, mais en tout cas pour être sûr. Avec du recul, qu'est-ce que ça m'inspire? Bah, ça m'inspire et d'ailleurs après j'ai eu d'autres situations comme ça avec le corps médical qui ont été compliquées. C'est de me dire que il faut toujours que je suive mon instinct parce qu'il est bon et qu'il m'a sauvé la vie, en plus de mon chat qui ne m'a pas lâché ce jour-là, mais qui il n'est plus là malheureusement aujourd'hui, mais en tout cas je pense qu'il m'a aussi sauvé la vie parce que je me suis dit: «Il y a vraiment un truc qui va pas. S'il bouge pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas». Donc vraiment de suivre son instinct, et le corps médical fait un travail incroyable. Je sais qu'ils manquent de beaucoup, beaucoup de moyens, mais je l'ai senti plusieurs fois dans mon rapport, enfin dans mes différentes, tranches de vie avec le corps médical. Je trouve que souvent ils n'écoutent pas le patient, en fait. En tout cas, ils ont, leurs connaissances et il m'est quand même arrivé très souvent de me retrouver face à des médecins qui, j'avais beau leur dire des choses, je ne me sentais pas écoutée et oui, ils ont la connaissance scientifique. Oui, ils ont leur expérience, ils ont cette compétence que moi je n'ai pas, que je ne connais pas, cette compétence médicale. Mais par contre, moi, j'ai ma compétence à moi qui est de connaître ma personne. Donc oui, il y a des gens qui font des crises d'angoisse, qui vont aux urgences pour rien, qui tout ça. Mais des fois, ça serait quand même chouette qu'on nous écoute, quoi. Parce que, je pense que ça peut permettre aussi de réfléchir au diagnostic de manière un peu différente. Et donc j'avoue que, depuis ce qui s'est passé là, j'ai une petite colère envers, le monde médical parce que, et c'est arrivé plusieurs fois, j'ai pas été entendue, on m'a annoncé des choses de manière, hyper violente. Quand je suis rentrée des États-Unis, j'étais avec ma maman voir une neurologue, pour qu'elle puisse comprendre ce qui s'est passé. La neurologue nous a dit: «Ah ben, c'est bon, vous avez les examens là, elle est sur ses pieds, tout va bien madame, elle aurait pu mourir donc ça va quoi». Voilà, ça a été la réponse du médecin. Bon, moi j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie, mais je trouve ça dingue, en fait, de parler comme ça à quelqu'un qui vient pour être rassuré et comprendre ce qui s'est passé parce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave à l'étranger. Les médecins qui m'ont tous répondu: «Je prends pas de nouvelles patientes». Je comprends bien qu'ils sont débordés, mais quelqu'un qui vous appelle pour vous dire: «J'ai fait un AVC il y a 10 ans, je pense que je suis en train d'en faire un deuxième», je pense pas que ça doit leur arriver tous les matins et donc voilà, c'est ce manque d'écoute pour moi, ça me met dans une colère, assez, importante. C'est pas très bon la colère, mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ce que ça m'inspire, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait plus d'écoute et plus de collaboration, en fait, entre le monde médical et les patients. Parce que je pense que ça pourrait aider, beaucoup de choses et retrouver une confiance et ça serait pas mal. Parce que je pense que dans ce genre de moment, la confiance, elle est hyper importante. Alors depuis le deuxième AVC, bah, j'ai, des migraines ophtalmiques que je n'avais quasiment pas. J'en avais un peu avant, mais plus régulières.
Donc les migraines ophtalmiques, ça fait pas forcément mal à la tête, mais par contre, ça fait une sorte d'aura, dans le champ visuel, un peu comme si un peu la même sensation que quand tu regardes le soleil droit devant là et que tu as ce truc qui te reste dans l'œil, bah, ça fait ça. Ça clignote un peu, enfin en tout cas chez moi ça fait ça, puis après ça s'en va, ça dure, entre 10 et 20 minutes, donc c'est un peu gênant pour le champ visuel, et après grosse fatigue. Donc pas forcément mal à la tête, enfin un peu mal à la tête, mais pas une migraine comme on peut l'entendre, une migraine, vraiment, vraiment forte, mais voilà, mais en tout cas cette migraine ophtalmique, il m'arrive d'avoir des migraines aussi où là clairement, à part me coucher, attendre que ça passe, il y a rien à faire. Sachant que quand on est sous cardégique, je n'ai pas le droit, enfin en tout cas, on n'a pas encore trouvé, aux anti-inflammatoires. Donc pour soulager la douleur, moi le paracétamol ça me fait rien du tout. Donc voilà, je serre les dents, j'attends que ça passe. Récemment, j'ai commencé à me faire traiter, par un acupuncteur. Je sais pas si ça peut aider, mais depuis les migraines ophtalmiques sont quasiment parties. En tout cas, ça fait plusieurs mois que j'en ai pas eu et les migraines aussi sont moins, voilà, moins importantes. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai de la fatigue chronique, en fait. Des moments de fatigue, pas forcément, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je capte fort les sons, enfin voilà, tout dès qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de monde, ça me fatigue. Mais ça, j'arrivais plutôt bien à le gérer. Depuis le 2e AVC, c'est beaucoup plus compliqué et donc je peux, avoir, des journées entières de fatigue intense parce que la veille, j'ai été faire, une soirée. Alors quand je parle de soirée, c'est pas une grosse fête avec de l'alcool et puis, à danser jusqu'à 3h du matin. Non, non, c'est plutôt une soirée pro, des choses comme ça. Mais par contre, il y aurait eu beaucoup de bruit. En tout cas, voilà. Ça m'a demandé pas mal, ou beaucoup d'émotions. Donc ça, oui, ça fait partie, des conséquences dont on parle pas du tout, enfin très rarement. Quand j'en parle à mes médecins, on me dit: «Bah oui, peut-être». Enfin, en gros, ils savent pas. Bon, ça après, voilà, ils savent pas, ça arrive, hein. Donc ça, ces fatigues-là, c'est très compliqué. Heureusement, je suis indépendante, donc j'arrive à gérer ça, à organiser mon emploi du temps ou à reprendre à travailler le week-end si j'ai une journée de grosse fatigue, la semaine. Enfin voilà, d'organiser mon temps comme ça. Mais c'est assez dur à vivre, moi qui suis quand même assez dynamique, qui aime bien faire plein de projets, et suis assez créative, donc j'ai plein d'idées en tête. Bah, cette fatigue, elle m'empêche d'avancer comme je voudrais dans ces projets. Mais bon, voilà, faut faire avec. Chose que j'ai apprise aussi, donc il m'arrive d'avoir des grands moments, en plus de la fatigue, de dépression, enfin en tout cas pas forcément, c'est pas diagnostiqué comme ça, mais des grands moments de déprime totale. Et en fait, j'ai appris que, ça pouvait être aussi une des conséquences de l'AVC parce que, parce que en fait, apprendre à 22 ans qu'on peut mourir du jour au lendemain, que ça peut revenir 10 ans plus tard, se rendre compte que ça peut revenir, qu'on a un peu ça au-dessus de la tête. Alors, sachant que moi, je l'ai au-dessus de la tête, mais au final, c'est quelque chose qui peut arriver malheureusement à tout le monde, hein. Mais, moi, je l'ai palpé, je l'ai capté vraiment, 2 fois dans ma vie, donc je sais que ça peut arriver. Heu, on voit pas la vie forcément de la même manière. Alors, j'essaie toujours de continuer à me dire que j'ai envie d'avancer, de tout ça. Mais j'ai des moments de déprime vraiment, où, d'un coup tout est noir et j'ai appris que, donc c'est une médecin, cardiologue que j'ai interviewée, on a parlé justement des maladies cardiovasculaires chez les femmes et qui a créé, Agir pour le cœur des femmes, qui, m'a dit qu'effectivement, la dépression, ça pouvait faire partie des conséquences d'un AVC. Hem, Parce qu'en fait, il y a des choses qui potentiellement, enfin, en tout cas des sujets que j'aurais pu traiter et être accompagnée derrière, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas comme ça, il y a 10 ans non plus d'ailleurs. Donc je me suis fait suivre par une psychologue. Ça m'a permis de voir les choses un peu différemment aussi, mais en tout cas voilà, d'en parler,
Je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est peut-être pas de se dire: «OK, bah, ça va, je suis sur mes jambes, tout va bien», parce qu'on parle souvent des AVC avec des personnes, j'en ai eu autour de moi, avec des personnes qui sont handicapées, physiques, au niveau neurologique, perte de la parole, des choses comme ça. Donc là, il y a quelque chose de visible. Moi, clairement, tu te rends absolument pas compte de ce qui s'est passé. Donc, je me dis chanceuse et c'est vrai, mais d'un autre côté, ça veut dire que quand j'ai des coups de mou, quand j'ai des migraines, quand j'ai tout ça, c'est un peu incompréhensible, en fait. Parce que visuellement, on voit pas que j'ai eu quelque chose de grave dans ma vie. Et ça, bah, faut l'appréhender, en fait. Et on nous apprend pas du tout à appréhender ça quand, on sort de l'hôpital. On nous traite de manière, physiologique. Donc voilà, j'ai du cardiagique pour éviter de faire des caillots de sang, on a fait plein d'examens, on m'a mis ma rustine dans le cœur, et puis voilà. Mais par contre, tout le reste et tout l'impact que ça peut avoir sur moi, psychologiquement, bah, c'est quelque chose dont on parle pas et qu'à aucun moment, heu, à part, cette médecin que j'ai rencontrée bien après le deuxième, on m'a dit: «Bah, ça serait peut-être bien d'aller parler à quelqu'un, en fait. Que tu puisses sortir tout ce que tu as ressenti, une partie de ce que je suis en train de te dire là». Et ben, en fait, non, on n'en parle jamais. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que oui, il faut être une battante, oui, je vais bien, oui, c'est super, j'ai eu de la chance, il y en a qui, sont dans un état pire que moi, évidemment, et je suis complètement consciente de cette chance-là. Mais ça n'empêche que, ben, d'en parler, ça fait du bien et que potentiellement ça peut aider à trouver d'autres solutions, en tout cas à à réfléchir à comment organiser sa vie autrement pour que, je puisse vivre avec ces fatigues chroniques, avec ces maux de tête, trouver d'autres solutions, voilà. Régulièrement, hein, mes migraines quand j'en parle, au médecin, tout ça, on me dit: «Ah bah ça va», bon bah voilà quoi. C'est, soit c'est moi qui l'explique, alors moi je suis pas du genre à me plaindre, donc peut-être que je ne montre pas exactement ce que je vis quand, ça m'arrive. Mais en tout cas, j'ai rarement eu quelqu'un du corps médical qui m'a vraiment écoutée. Hem, Là, le travail que je fais avec l'acupuncteur, ça m'aide vraiment parce que, on essaye de trouver des solutions, autres que les médicaments et ça, c'est plutôt bien. Par mon entourage, bah, c'est pareil. En fait, c'est compliqué pour quelqu'un qui a pas vécu ça de comprendre. Parce qu'en fait, quand on me voit, je suis plutôt quelqu'un de hyper dynamique, souriante, tout va bien, machin. Alors il m'arrive de dire: «Ah bah non, finalement, non, je vais pas faire cette soirée parce que je suis crevée, ou parce que j'ai la migraine», tout ça. Mais bon, après voilà, on a tous mal à la tête, on est tous malades à un moment ou à un autre, donc voilà. Donc je vais pas dire que c'est pas mon entourage qui minimise ce que j'ai, c'est qu'en fait, bah, la vie, elle est là et que, moi, je suis pas du genre à me plaindre. J'en parle, j'ai parlé de mes AVC, mais toutes les conséquences qu'il y a derrière, j'en parle rarement, en fait. Donc c'est pas minimisé par mon entourage. C'est minimisé souvent par le corps médical, enfin, en tout cas celui que j'ai croisé, mais par mon entourage, non. C'est qu'ils peuvent pas comprendre ni savoir puisque c'est quelque chose qui est, complètement invisible et ça, maintenant je comprends toutes les personnes qui ont un handicap invisible, en tout cas sur cette partie-là, parce que c'est très difficile, de comprendre quelqu'un quand il a pas quelque chose qui l'impacte et que ça soit visuellement, enfin que ça soit visible. Donc heu, donc je comprends que les gens puissent ne pas comprendre. Mais c'est pas toujours facile à vivre et puis il faut toujours s'adapter en fait. Moi j'ai l'impression souvent d'être dans une adaptation constante de, «Ah bah là, je vais pas prendre 3 soirées d'affilée parce que je sais que la troisième j'arriverai pas à la faire. Là, je vais pas y aller parce que je sais qu'il y a 200 personnes et donc bah, si j'y vais, alors le soir même ça va aller très bien, hein, je tout va bien. Mais par contre, je sais qu'après il va me falloir 3 jours pour m'en remettre».
Et donc, ça veut dire que derrière, pendant 3 jours, je bosse pas. Ça veut dire que donc je prends du retard sur mes projets, donc j'avance pas sur d'autres trucs. Donc en fait, c'est toujours de faire des choix, hem, sur ce que je fais, sur ce que je fais pas, sur les gens que je vois, sur, comment ça se passe. Voilà, les grosses fêtes d'anniversaire, j'ai fait pas, aller en boîte de nuit, autant te dire que ça ne m'est pas arrivé. Les gros concerts, je les fais, rarement et là, mon prochain projet, c'est de m'acheter des boules caisses exprès pour pouvoir, ne pas finir avec 3 semaines d'acouphènes et une énorme fatigue, alors que j'adore ça. Enfin voilà, c'est des petites choses les unes sur les autres, mais des fois, quand on est un peu fatigué et que la vie va pas super bien, bon, moi, ça rajoute quelque chose en plus dont on se passerait bien. Donc voilà, ouais, je m'adapte au jour le jour, j'essaie de trouver des manières hem, je teste des choses, heu, je pense que je suis indépendante et parce que le fait de travailler de manière indépendante, ça me permet de faire plein de choses que j'adore, de créer des podcasts et ça, c'est cool et que j'aurais jamais fait ça si j'étais pas indépendante. Mais aussi parce que ça me permet d'organiser mes journées, mes semaines un peu comme pas comme je veux, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas d'avoir cette possibilité-là de m'accorder derrière, des temps de repos, des temps en calme, du silence total, de la solitude. Parce qu'en fait, tout quand je suis comme ça, tout rapport, tout contact avec des personnes, m'épuise. Donc dans ces cas-là, je dis toujours: «Je vais m'acheter une grotte» parce que dans ces cas-là, c'est tout ce que j'ai envie d'avoir, quoi. Une grotte, me poser, peut-être un peu de musique, heu et surtout de pouvoir, être à mon rythme à moi, selon ma forme du moment, parce que ça peut remonter, redescendre aussi vite et d'avoir, de me créer cet espace-là pour pouvoir ressentir, comment je me sens vraiment, en fait et pas être dans l'adaptation de: «Ah bah, il y a du monde, donc tu mal à la tête, c'est pas grave, t'es fatigué, c'est pas grave, souris, tout va bien, machin, t'as un moment de déprime». Bah non, voilà. Donc là, quand je suis toute seule, l'avantage, c'est que, bah, si j'ai envie de pleurer, je pleure, si j'ai envie de dormir, je dors, même s'il est 2 heures d'après-midi, 3 heures. Si j'ai envie de manger n'importe quoi, je mange n'importe quoi. Je me pose dans ma bulle, je me mets ce cocon-là autour de moi de tu fais comme tu veux, au moment que tu veux, tu ressens ce que tu as besoin et fais-le, quand je peux le faire, hein, bien sûr. Et heu et ça, bah, ça permet derrière après de revenir en pleine forme et avec le sourire et d'aller, faire mes interviews, d'aller, interroger les gens et comprendre, et puis faire, voilà, mon métier de la communication, quoi. Donc parce qu'en plus, voilà, mon métier, c'est la com, donc j'ai besoin d'être avec les gens. Donc c'est un peu mon côté, de personnalité, à la fois j'adore être avec du monde, parler, échanger, rencontrer, voilà, conseiller, j'adore ça, c'est vraiment ce qui m'anime et puis il y a des jours où je suis au fond du trou et là, j'ai besoin de ma grotte et donc bah, des fois, c'est difficile à comprendre pour les gens parce que ça peut paraître complètement antinomique, mais moi, en tout cas, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Avec, cette interview que j'ai faite, avec le professeur Claire Mounier-Veillé donc et Thierry Drion, donc de Agir pour le cœur des femmes, ça m'a confirmé qu'il y avait une vraie problématique par rapport à la prise en charge, en général, des maladies cardiovasculaires chez les femmes et des AVC. Les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité des femmes en France et clairement, je trouve qu'on en parle très, très peu. Voilà, heu et ça, je pense que c'est un vrai souci. Pourquoi? Je ne sais pas. En discutant avec le professeur Claire Mounier-Veillé, elle m'a expliqué qu'en fait, les médecins étaient formés dans leurs, bouquins sur des corps qui étaient des corps d'hommes et donc les spécificités, des maladies chez les femmes, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait très peu partie des sujets qui sont abordés par le corps médical. Donc par exemple, quand on te dit: «Crise cardiaque, infarctus», eh ben, tu penses: «J'ai mal dans le bras gauche» et c'est le premier symptôme ou une pression dans la poitrine. Et ben, en fait, chez les femmes, ce n'est pas du tout, enfin la plupart du temps, ce ne sont pas les symptômes que ressentent les femmes quand elles font, un infarctus.
Ça peut être des nausées, ça peut être des douleurs dans le dos, ça peut être voilà, des choses complètement différentes. Ce qui fait que quand elles vont arriver aux urgences ou appeler un médecin ou quoi que ce soit, et ben absolument, on va pas y penser, on va pas penser à cette maladie-là et donc on va les traiter pour d'autres choses et on va perdre du temps et donc l'impact, derrière va potentiellement être plus grave. C'est ce qui s'est passé avec moi où, quand j'appelle, en expliquant ce que j'ai déjà vécu, le SAMU, il me dit: «Bah, vous êtes en train de faire une crise d'angoisse» et je pense que ça, beaucoup de femmes l'ont entendu. Donc ça arrive, hein, que les femmes, fassent des crises d'angoisse et parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ressentent une douleur, parce que ceci. Mais en fait, le fait de dire d'abord les femmes, elles font une crise d'angoisse avant de se dire: «Mon Dieu, mais la fille, elle a fait un AVC à 22 ans, là, elle a des symptômes qui quand même sont la vision floue, tout ça, mal à la tête, quand même ça peut se rapprocher d'un AVC, bah, on va peut-être aller faire, en tout cas aller la chercher, l'amener aux urgences, voir ce qui se passe exactement pour aller un peu plus loin dans le diagnostic». Bah non, on se dit: «Elle a fait une crise d'angoisse», quoi. Surtout que j'étais très, très calme au téléphone donc alors après on m'a dit: «Ah oui, mais vous étiez trop calme, donc on s'est dit que c'était pas possible». Voilà. Bon, voilà, donc ça s'appelle des interprétations, et ça, oui et je pense que les femmes sont beaucoup plus victimes de ce genre d'interprétation, de ce genre de clichés, d'idées préconçues sur, la manière d'expliquer les symptômes, sachant qu'en plus, bah, les femmes d'abord, elles vont, aller, vérifier que les enfants sont bien partis à l'école. Bon là, j'avais pas d'enfants, mais voilà, j'aurais eu des enfants, je les aurais amenés à l'école, ça s'est passé tôt le matin, donc c'était au moment de se préparer et ben j'aurais commencé par les emmener à l'école et puis après, d'abord, j'ai commencé par donner des croquettes à mon chat et puis, bah, peut-être qu'en fait, comme personne voulait m'écouter, je serais rentrée chez moi, j'aurais été au travail et puis voilà. Mais, les femmes pensent d'abord, à tout ce qui se passe autour, avant de se dire: «Je vais aller réfléchir à mes propres problèmes de santé». Donc ça, c'est les femmes qui doivent réfléchir autrement à leur manière d'appréhender leur santé, mais aussi le corps médical qui doit, arrêter de penser qu'une femme qui, vient avec un ressenti particulier, d'abord fait une crise d'angoisse ou est hystérique avant de se dire que peut-être elle est en train de faire un deuxième AVC. Donc voilà, je pense qu'il y a une prise en charge qui devrait être, plus importante. J'ai une amie qui a eu aussi un problème, hem, vasculaire, qui aujourd'hui l'a paralysée, à qui on a dit, «Non mais pareil, allez à la maison médicale ce soir, ça va aller quoi». Alors qu'elle avait du mal elle arrivait plus à se lever et elle était assise, dans la rue. Voilà. Bon, je trouve ça dingue en fait. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, ça me met en colère, mais voilà, vraiment ça me met en colère. Donc on parle souvent, des risques, cardiovasculaires quand on fume, quand ceci, quand cela, très bien. Mais en général, moi, si j'avais pas eu cet AVC à 22 ans, à aucun moment, je me serais rendu compte qu'en fait, ça arrive assez souvent que, des femmes jeunes soient victimes d'AVC. Heu, donc je pense qu'il y a une manière, il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, changer la manière dont les médecins sont éduqués, intégrer le corps de la femme et les spécificités des symptômes et des ressentis du corps des femmes, dans la manière dont les médecins sont formés. Je pense que c'est hyper important. Le travail que fait Agir pour le cœur des femmes avec le bus qui se balade un peu partout en France pour dépister, les, facteurs de risque chez les femmes un peu partout, dans le pays, bah, ça, c'est un super boulot. Mais ça existe depuis pas très longtemps. Et c'est super, voilà. Donc il y a des actions qui sont faites, hein, mais je pense qu'il y a encore pas mal de boulot et pas mal de pédagogie, de communication à faire autour et c'est pour ça que j'étais contente de pouvoir te répondre. Alors c'est mon expérience, hein, tout ce que je raconte là, c'est ce que moi j'ai vécu. J'ai pas de données, j'ai pas fait de recherche sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vécu et oui, mes symptômes d'AVC, bah, étaient pas des symptômes, complètement, normaux. Voilà, mais j'avais quand même des gros antécédents, donc on aurait pu un peu plus m'écouter. Donc en termes de prévention, sensibilisation, je pense que oui, le fait d'en parler, Claire Mounier-Veillée, elle est devenue top voice sur LinkedIn là depuis quelques années parce qu'elle en parle, elle en parle, elle en parle, elle en parle. Donc le sujet, il commence à sortir.
Mais voilà, moi, le mien, il date c'était de 2001, donc ça commence à dater. Et donc il est temps que ça bouge, en fait. Que jeune, j'étais très, très stressée, je faisais des crises de spasmophilie, j'étais angoissée pour tout. Quand j'ai pris l'avion, mon rêve, c'était de partir aux États-Unis, donc je suis partie aux États-Unis, mais quand j'ai pris l'avion, j'ai fait une crise de tétanie, j'arrivais plus à bouger mes mains. Enfin voilà, donc j'étais quelqu'un vraiment très, très, très angoissé, j'essayais d'organiser un peu tout. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout ça, hein, voilà, j'ai, quitté un CDI pour, créer ma boîte il y a 10 ans, je me suis mise à faire du podcast alors que j'y connaissais pas grand-chose. J'organise des choses, je travaille dans des associations, je me bouge. Je pense que tout ça, je l'aurais peut-être pas fait, en fait, si j'avais pas eu ces AVC et que je m'étais pas rendu compte que, voilà, là, dans les 5 prochaines minutes, il peut se passer quelque chose de grave. Et donc, moi, ce que j'ai envie, pour moi, c'est de me dire que, j'ai tenté des choses et j'ai essayé d'avancer avec tout ce qui se passe dans ma vie. Pour moi, voilà, c'est ça. Quand, petite anecdote, tu vois, quand il y avait le Covid, j'ai assez mal vécu. Alors le confinement, ça a été, mais sortir après le confinement, ça a été compliqué parce qu'en fait, les personnes qui ont eu des AVC faisaient partie des catégories potentiellement de personnes à risque. Donc j'essayais de me protéger moi, et puis autour de moi, j'avais, notamment, mes parents qui étaient potentiellement à risque aussi. Donc ça a été un peu compliqué la ressortie, essayer de retrouver du contact, en faisant attention, en ne sachant pas trop ce qui allait se passer. Et quand j'ai été voir ma psy, plusieurs fois, elle m'a dit, «Mais en fait, c'est parce que tu as peur de mourir». Et en fait, non, moi, j'ai pas peur de mourir. Et depuis le premier AVC, je n'ai plus peur de mourir, en fait, parce que je sais que ça peut arriver, que ça fait partie, voilà, s'il y a un truc dont on est sûr dans notre vie, c'est que ça va nous arriver. Le but étant que ça arrive le plus tard possible et voilà, la manière moins violente possible, mais en tout cas, hem, j'ai pas peur de mourir. J'ai potentiellement peur de voir les autres mourir autour de moi, mais moi, non, je n'ai pas peur de mourir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment changé en moi depuis ce moment-là. Donc j'ai toujours des peurs, j'ai toujours des angoisses, beaucoup moins qu'avant. Mais à aucun moment je me dis: «J'ai peur de mourir», en fait. Donc chaque jour en plus, c'est un jour, qui est là et c'est cool. Et donc, essayons de faire des choses, tenter des choses, essayer, créer. Alors, quand j'ai des gros coups de déprime, je peux te dire que c'est pas du tout ce que je raconte, mais en tout cas, en général, dans mon année, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc voilà, là-dessus, mes AVC m'ont changé, clairement. Je suis pas la même Marie-Cécile qu'avant et je pense que je n'aurais pas du tout fait tout ça si je n'avais pas eu ces AVC. Alors faut-il arriver je me pose souvent la question de: «Est-ce qu'il faut avoir une grosse merde dans sa vie pour la prendre autrement et réfléchir autrement?» Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc ça, voilà. Et en plus, j'étais toute seule. Donc j'étais toute seule aux États-Unis. J'avais vécu, un peu toute seule à Paris avant de partir, mais très peu. J'ai une famille avec qui on s'entend très bien, on est tous très proches. Donc j'ai toujours été très, très accompagnée et là, je me suis vraiment retrouvée aux États-Unis, toute seule, en fait. Toute seule avec, mon problème de santé, à prendre des choix, à me retrouver aux urgences, à essayer d'expliquer, qu'est-ce que je prends comme traitement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, à sorti à sortir de l'hôpital, enfin. Et donc, une fois que ça a été terminé, je me suis dit: «Mais en fait, tu vu, tu géré, quoi». Parce que mes parents, ils étaient loin, en fait, quand tu fais un AVC comme ça, tu rentres à l'hôpital et tu restes, je sais pas, je suis restée 3 jours, 3-4 jours. Donc en fait, après on te dit: «Tu peux revivre normalement». Bah oui, je revis normalement. J'ai pris une petite semaine sans cours et puis après je suis retournée en cours et tout allait bien. Mais une fois que ça a été terminé tout ça, je me suis dit: «Waouh, en fait, tu géré toute seule». Je suis un peu devenue une adulte à ce moment-là, je pense. Je pense que mon premier AVC, mon année aux États-Unis, mon premier AVC, je suis rentrée, je me suis dit: «Bon, là ça y est, j'ai perdu, mon côté enfance et ça y est, tu es une adulte, tu peux te gérer toute seule, quoi». Tu peux te gérer toute seule.
Tu peux être indépendante et tu peux le faire. Tu vois, même si tu étais angoissée tout le temps, en fait, tu peux le faire. Tu peux réussir à gérer un gros problème toute seule, comme une grande. Donc ça, voilà, ça c'était plutôt chouette. Si je devais m'adresser à la Marie-Cécile de 22 ans, juste avant mon premier AVC, qu'est-ce que je lui dirais? Heu, Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais: «T'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va aller». Alors peut-être pas tout à fait comme tu as prévu, même pas du tout comme tu as prévu, mais en tout cas, ça va bien se passer, ça va aller, tu vas bien t'en sortir. Tu as une sacrée bonne étoile au-dessus de la tête, parce que quand même avoir 2 AVC et pas avoir de gros handicap derrière, voilà. Donc cette bonne étoile, tu la remercies, autant que tu peux, plus souvent possible que tu peux. Mais en tout cas, va y avoir des gros moments d'angoisse, il va y avoir des gros moments de fatigue, il va y avoir plein d'évolutions, mais en tout cas, ça va bien se passer. Ça va aller. Tu vas te retrouver à parler dans un micro et ça, clairement, si on m'avait dit ça à cet âge-là, que j'allais me retrouver à faire du podcast, heu, moi qui voulais pas qu'on me voie, qu'on me montrait ou quoi que ce soit, je peux te dire que alors on me voit toujours pas avec le podcast, mais je t'aurais dit: «Non, je crois pas». Donc tu vas faire des trucs incroyables et c'est chouette. Tu vas rencontrer des super personnes, tu vas pouvoir faire des supers interviews qui vont t'apprendre plein de choses. Alors, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. En quoi Esperluette est une résilience pour moi? Ah clairement, c'est ce que je disais juste avant, hein, c'est quelque chose, que je pensais pas faire, dans ma vie. Moi, je suis plutôt à la base, j'étais plutôt quelqu'un de l'ombre. Quand je faisais de la danse, je faisais de la danse pour danser et pas pour faire des spectacles. Je n'ai jamais fait de spectacle au grand désespoir de ma famille. Je n'ai jamais fait de spectacle de ma famille, à part les spectacles de fin d'année sur scène avec le groupe, mais je me suis jamais montrée. Bon, c'était pas l'époque des réseaux sociaux, mais je me serais jamais pris en vidéo pour me montrer en train de danser, par exemple. Moi, je dansais pour moi, pour danser, hein, parce que j'aime ça. Donc aller me retrouver, aller interviewer des gens avec mon micro dans la rue, animer des ateliers pour expliquer comment faire, animer des conférences devant, des publics de, 50, 100, 200 personnes. Clairement, heu, je c'était pas envisageable pour moi. Donc ce projet de podcast, en fait, c'est un peu, mon coup de pied aux fesses, permanent de: «Vas-y, tu peux le faire. Oui, tu peux aller interviewer cette personne-là. Oui, tu peux aller, tenter un nouveau format. Oui, tu peux tester des choses. Oui, tu peux te retrouver devant 200 personnes et parler dans un micro». Voilà et ça, ce podcast, quand je l'ai commencé, je pensais que j'allais faire 3 épisodes et voilà. Et là, j'en suis à plus de 200 et j'ai testé plein de trucs, j'ai fait des chroniques, j'écris des choses. Récemment, je me suis formée pour, travailler ma voix. Enfin voilà, c'est un apprentissage permanent, c'est des rencontres permanentes, je traite des sujets très, très larges. Donc ça me permet de découvrir des métiers, des gens passionnés, avec des valeurs. Souvent, ça me redonne foi en l'humanité, ce podcast, parce que je rencontre des gens super. Donc voilà, c'est top parce que ce micro-là que j'ai dans la main, que j'ai devant moi là, quand je te parle, pour moi, c'est vraiment l'outil qui me permet de me dépasser, de tenter des choses, et puis aussi tout en gardant ce truc de me dire: «Moi, j'ai jamais aimé me faire filmer, j'aime pas, j'ai pas de problème avec mon physique, mais en fait, j'ai pas ce besoin-là de montrer mon image». Je le fais un peu sur les réseaux, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'était, en étant anthropologue, c'était de comprendre les cultures, le mode de fonctionnement, d'autres cultures, d'autres pays, d'autres personnes. Et en fait, avec ce podcast, après j'ai fait de la com, j'ai travaillé en entreprise, j'ai fait des relations presse, tout ça. Et avec ce podcast, en fait, je reprends ce truc d'anthropologue d'aller m'interroger, interroger les gens sur pourquoi ils font ça. Et je peux le faire avec ce micro parce que comme je filme pas, je peux faire parler à peu près tout le monde et les gens se sentent bien et on passe un super moment et on échange. Moi, je fais quasiment toutes mes interviews en face à face.
Et ça, mais c'est tellement génial, quoi. Donc j'ai un peu, grâce à ce podcast, c'est un coup de pied aux fesses parce que je m'oblige à faire des choses que je n'aurais pas fait en temps normal. Et en même temps, c'est retrouver mes premiers amours d'anthropologue qui s'interrogent sur le pourquoi du comment des gens, du monde. Et montrer que voilà, on a tous nos doutes, on a tous nos passions, on a tous plein de choses. Et c'est ce qui fait la richesse de notre monde. Donc voilà, c'est un chouette, j'adore. Merci Esperluette. L'esperluette, c'est le signe « et ». Donc, ça permet de créer du lien. Donc ce podcast me permet de créer du lien sur mon territoire. Et ça, c'est génial. Si je devais résumer mon parcours en une phrase, oh mon Dieu, mais quelle idée. En une phrase, je dirais que mon parcours, c'est un peu les montagnes russes. Sachant que je n'aime pas du tout les... Non, ça va pas du tout, parce que je déteste ça, les montagnes russes. C'est des hauts et des bas, c'est des bas qui arrivent de manière assez violente. Enfin, en tout cas, violente dans le sens abrupte, de manière, inattendue. C'est pas violent, c'est pas de la violence. Enfin. Et puis après, il y a des hauts très très hauts qui me donnent beaucoup de joie et beaucoup de plaisir, beaucoup de découvertes, d'apprentissage. J'adore apprendre, donc voilà, donc ça nourrit ça. Donc mon parcours, voilà, c'est un peu peut-être pas des montagnes russes, mais c'est un paysage très vallonné, quoi. Et donc des fois la remontée, elle est un peu dure, un peu, voilà. C'est un peu le Mont Ventoux, mais en haut, la vue, elle est très belle. Je suis Marie-Cécile Drécourt. On peut retrouver mon podcast sur toutes les applications audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, voilà, on connaît bien ça. J'ai mes réseaux sociaux, podcast.esperluette sur Instagram. Donc c'est Esperluette à l'écoute du Vaucluse, qui est donc un podcast où j'interviewe des personnes passionnées, des entrepreneurs, des responsables d'associations, des artistes sur mon territoire, le Vaucluse, voilà, donc autour d'Avignon, Carpentras. Et après, j'ai Esperluette en mode festival, qui là interview ou fait des chroniques sur principalement du spectacle vivant, du théâtre, puisque Avignon est le royaume du théâtre et du spectacle vivant au mois de juillet tous les ans. Et comme j'ai eu la chance d'y travailler, notamment à la radio, c'est comme ça que je suis arrivée au podcast, j'ai créé un podcast dédié à ça, qui surtout vit pendant le festival. J'aimerais bien qu'il vive un peu plus en dehors, mais voilà, Esperluette en mode festival. Si vous aimez le théâtre et le spectacle vivant, je donne un peu mes avis sur les spectacles coup de cœur, et puis des fois j'interviewe des artistes, parce que je trouve que c'est des métiers formidables, alors j'aime bien leur donner la parole aussi. Voilà, donc les 2 Esperluettes, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas à venir me suivre, à échanger avec moi. Voilà, j'adore ça. Et puis après, j'ai mon site internet, esperluette-podcast.fr, où là, il y a à la fois mon activité pro, communication, production de podcasts, et puis on peut retrouver tous mes podcasts dessus aussi, bien évidemment. État d'âme, le podcast qui vous plonge au cœur de la santé physique et mentale des femmes. À travers des témoignages intimes et bouleversants, des femmes prennent la parole pour raconter leur parcours de santé. Elles livrent leurs émotions, leurs doutes, leurs espoirs et leurs cicatrices, dans un espace où la vulnérabilité devient une force. Des professionnels de santé viennent éclairer un sujet, transmettre leur savoir, apporter des repères pour mieux comprendre ce que traversent tant de femmes. Parce que chaque histoire est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. État d'âme offre un lieu d'écoute, de résonance et de solidarité, pour dire ce que l'on tait trop souvent par pudeur ou par peur d'être incomprise. À écouter sur toutes les plateformes d'écoute. État d'âme, le podcast au cœur de votre santé.